Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 5 septembre 2024, il est 4h45. Je vais faire un petit update, je pense que ça va pas être très long. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc on vient d'attaquer le mois de septembre, le dernier mois du troisième trimestre 2024. Et voilà d'où sort le dollar actuellement, hein. On voit qu'on a eu une réaction ici au contact de cet imbalance et que ici on a ce qui ressemble ici quand même fortement à un CISD, un changement d'état de livraison du prix. Et on voit ici que sur l'index futur du DXY, on a un relative equal high sur cette zone ici. Donc là, je suis en daily. Si je me mets en 4 heures, voilà. Donc là où on est, mon hypothèse privilégiée, c'est on va venir bouncer au-dessus de cette zone et que on va probablement assister ici à un rebond dans cette zone ici. Alors maintenant, il ne faut pas oublier que on est donc le 4 septembre et que aujourd'hui, demain et après-demain, on va avoir des news économiques qui risquent d'être assez impactantes, hein, notamment le NFP, les chiffres du chômage, et on a vendredi une news qui va concerner le FOMC. Donc tout ça risque probablement de générer pas mal de volatilité, et j'en ai déjà parlé, mais assez souvent, en préalable à ce genre de news économique, on assiste à la création de zones de liquidité. Alors là, on va aller en 1 heure pour observer ça. Voilà ici sur le Nasdaq, voilà sur le SP500, voilà sur l'euro-dollar. On peut également aller regarder Bitcoin, voilà ici. Vous voyez, c'est assez clair. C'est encore plus clair si je passe en 15 minutes. J'avais repéré Solana également. Donc on a eu ici un influx qui ressemble quand même beaucoup à un smart money reversal. Je vais retourner sur Bitcoin. Voilà, ici un changement d'état de livraison du prix qui quand même fait suite à un événement de liquidité. Ici, on voit bien que là, Bitcoin est venu tag les 55 969 sur Binance et que au contact de cet imbalance, ici, voilà, on a eu une réaction du prix et qu'en l'occurrence, on n'est pas venu clôturer sous le seuil médian de cet imbalance. Alors ça ressemble quand même beaucoup à un mouvement de rejet. Maintenant, il ne faut pas oublier d'où on sort, hein. On sort également ici d'un autre changement d'état de livraison du prix et que maintenant, ce qui va être déterminant, c'est la réaction, là ici sur Bitcoin, au contact de cette zone de cet imbalance, qu'on voit bien ici en 1 heure. Alors on peut également l'observer sur Ethereum, dans cette zone. On peut l'observer sur Solana. C'est un petit peu moins clair sur Solana, mais on a également, on voit bien 1 heure ici, un imbalance. Et comme je vous avais expliqué je crois que c'est dans ma dernière vidéo, à chaque fois, le prix vient retester un imbalance, quasiment à chaque fois. Qu'est-ce qu'on a? On a une consolidation. Donc aujourd'hui, ce que je vais essentiellement regarder, ça va être la réaction du prix au contact là de cette zone d'inefficience entre 56 670 et 57 615. Mais c'est tout à fait ici une zone où Bitcoin pourrait offrir une réaction et aller vers des plus hauts. Il est bien évident que si le prix échoue dans cette zone, eh ben, ça va être pour continuer la tendance de fond qu'on peut observer ici, hein, en 1 heure, qui est quand même, jusqu'à preuve du contraire, une tendance baissière. On voit que le prix fait des plus bas sommets, ici, plus bas sommet. Bon, ici, on a une prise de liquidité, plus bas sommet, et là, plus bas creux, plus bas creux, plus bas creux, etc. Donc là, ici, pour l'instant, on se trouve dans un flux qui est vendeur. C'est la même chose pour Ethereum, c'est la même chose pour Solana. Et moi, je vous invite quand même à avoir un œil attentif sur la dynamique qu'on va pouvoir observer sur le Nasdaq. Le Nasdaq étant l'indice des valeurs technologiques et les cryptos sont apparentés à des valeurs technologiques, hein. Et que là, ici, on voit bien le smart money reversal à cet endroit et que cette zone ici de consolidation pourrait tout à fait se trouver être la deuxième jambe d'un market maker sell model. Ce qui impliquerait qu'on ait un mouvement ici d'inducement qui est peut-être celui-ci, mais peut-être qu'on va en avoir un autre qui pourrait revenir retester cette zone pour ensuite aller vers des plus bas. Si ce mouvement-là se confirme, je serais quand même très étonné que l'écosystème crypto il résiste, hein, parce que Bitcoin a quand même tendance à se corréler au Nasdaq et les altcoins ont tendance à se corréler au Bitcoin, même si des fois il y en a qui font un peu leur vie, donc il faut quand même être très attentif. Malgré tout, on est ici sur le mois de septembre. Je m'attends personnellement ici depuis le tag de cette zone sur le dollar à un influx haussier sur le dollar, qui reste à confirmer évidemment, qui pourrait potentiellement offrir une petite fenêtre pour ceux qui ont des convictions d'accumulation sur les projets crypto auxquels vous croyez. Alors évidemment, en premier lieu, en tant que trader, c'est Bitcoin, hein. Il n'y a pas vraiment de raison objective en fait d'investir sur autre chose que le Bitcoin si l'alt que vous avez choisi elle est plus faible. Alors
À un moment donné, il y aura certainement des opportunités intéressantes sur les alts, mais en règle générale, ces opportunités, elles s'ouvrent suite à un influx haussier de Bitcoin. Et là, en l'occurrence, pour l'instant, c'est pas le cas. Mais je pense que à un moment donné, il va avoir son heure. On a toujours ici ces sommets qui n'ont pas été capturés. Alors, je sais pas, ils vont pas forcément l'être tout de suite. Je pense qu'ils vont l'être et que à un moment donné, lorsqu'on aura un influx haussier sur Bitcoin, c'est toujours pareil. Qu'est-ce qu'on observe? On observe un influx et ensuite une surface de consolidation. Un influx, une surface de consolidation. Un influx, une surface de consolidation. C'est toujours un petit peu la même histoire. Et c'est souvent en sortie d'un influx haussier et au moment d'une surface de consolidation qu'on a des mouvements de capitaux qui vont des grosses caps vers les petites caps. Et ça, c'est valable également sur les stocks, sur les indices. C'est assez traditionnel, on va dire. En tout cas, pour aujourd'hui, moi, c'est essentiellement ça que je vais regarder. C'est la réaction, notamment de Bitcoin. Donc, il semble qu'ici, on soit là en train de créer un market structure shift au contact de cette imbalance ici en H1. Donc, bon, là, on va dire que c'est plutôt en train de s'acter cette dynamique-là. Maintenant, ce que j'ai observé, c'est la réaction du prix ici à ce contact. A priori, ce que le prix semble montrer, ici, c'est un CISD. On a ici, on voit un CB. Et donc, ce qui confère à cette FVG ici, le statut de IFVG. Ce qui serait donc ici une inefficience à partir de laquelle le prix pourrait tout à fait rebondir. Évidemment, on ne va pas juste ici se positionner à l'achat et acheter tout ce qui vient dans cette zone. Mais par contre, ce qu'on peut éventuellement envisager, c'est d'aller voir dans les plus petites unités, comme ici en 5 minutes par exemple, ou en 15 minutes, et se mettre en recherche de quelque chose qui pourrait ressembler à ça. Et ici, on pourrait se mettre en recherche ici d'un breaker bullish, c'est-à-dire un order block qui aurait échoué, et cette zone pourrait constituer un signal d'entrée. Voilà. Personnellement, moi, ce que je vais rechercher là d'ici la fin de la semaine, il est bien évident que si le prix échoue ici, ça pourrait prendre plein de formes. Hein. Là, je ne suis pas non plus voyant, mais auquel cas, le rejet du prix dans cette zone pourrait tout à fait constituer ici un smart money reversal, et auquel cas, l'objectif serait cette surface de consolidation dans un premier temps, et ça nous amènerait vers des plus bas. Alors, je sais bien que c'est un peu frustrant parce que la plupart des analyses qu'on peut voir, ça se termine toujours par ça peut baisser ou ça peut monter. Mais ça, c'est un peu l'ADN de l'action du prix et du trading, c'est-à-dire qu'on va se mettre en attente de signaux qui vont nous donner des informations. Et c'est vrai que les signaux les plus puissants, les voici. C'est ce genre de structure qui est fractale. Ça va être soit un order block baissier qui échoue et qui va constituer une structure haussière avec la constitution d'un breaker block, et on aura, dans le cas contraire, exactement l'inverse, c'est-à-dire un order block haussier qui échoue et qui va créer un breaker block, cette fois-ci baissier. Donc c'est toujours ça qui rend les analyses un peu compliquées, hein. C'est qu'on ne peut pas vraiment faire de prédiction, mais par contre, on va essayer de réagir au mieux en fonction de ce que le prix va nous montrer comme configuration. Et c'est vrai que la réaction du prix, on va pouvoir l'observer avec sous différents prismes en fonction de la time frame dans laquelle on va opérer notre analyse. Et on voit bien, si je change, voilà, par exemple, si je me mets en H4, on voit qu'on est ici dans une surface de consolidation, également en daily. Mais par contre, si je passe en H1, on voit bien qu'on est ici dans un flux baissier, mais que ce flux baissier au contact de cette zone pourrait tout à fait avoir atteint sa maturité. Après, c'est évident qu'en tant qu'investisseur, j'ai presque envie de vous dire, à partir du moment où vous pouvez acheter quelque chose qui vous intéresse moins cher, il faut l'acheter. Et moins c'est cher et plus c'est intéressant, d'autant si vous avez des convictions sur l'objet de cet achat. Si vous êtes intéressé par Bitcoin, moins il est cher, il faut l'acheter, c'est évident. Donc ça, c'est l'horizon d'investisseur. Après, c'est sûr que l'horizon de day trader, il est différent. Il va consister à dégager des profits, à partir de l'action du prix. Que cette action du prix soit haussière ou baissière. À partir du moment où on va agir sur les dérivés, on peut spéculer sur la baisse ou sur la hausse d'un actif et en dégager des profits. Voilà, donc là par exemple, là on voit qu'on vient de passer 5 heures, c'est-à-dire qu'ici il est 23 heures, heure de New York. Donc on est la dernière heure de la journée, et là ce qu'on voit actuellement, c'est un influx baissier qui va venir retravailler là ici en 5 minutes cette zone. Donc en 5 minutes, ce qui va nous intéresser à présent, ça va être la réaction du prix au contact de cette inefficience. Cette inefficience étant le fameux IFVG que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, donc là ici, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer.
Voilà, donc comme toujours, prudence, mais ça, je pense que c'est plus besoin de... J'ai plus besoin de le répéter, hein. Je pense que vous avez compris qu'il fallait être de toute façon prudent, et notamment lorsqu'on arrive comme ça à l'approche de news économiques impactantes. Ça, c'est assez évident. Donc gardez un œil, évidemment, sur le dollar, d'une part, et si vous êtes intéressé par l'écosystème crypto, sur la dynamique du Nasdaq. Bon, en ce qui me concerne, sur le Nasdaq, par exemple, tant qu'on n'aura pas reconquis cette inefficience, c'est-à-dire tant qu'on ne sera pas venu clôturer au-dessus de cette bougie ici en 4 heures, et pour moi, là, on est rentré ici dans un flux baissier, hein. Et après, alors, la maturité de ce flux baissier, je ne la connais pas. Faut pas oublier que le Nasdaq est un indice, et qui est un indice qui regroupe les valeurs technologiques les plus performantes. Donc a priori, la vocation d'un indice, soit le SP500 ou le Nasdaq, c'est de monter. Et les moments où cet indice va régresser, c'est le moment où l'ensemble des valeurs technologiques, ou en tout cas les valeurs technologiques qui ont le plus de poids, sont elles-mêmes en état de stress. Donc, voilà, si je me mets ici à l'échelle monthly, on voit que là, pour l'instant, ce qui se passe ici reste un artefact, hein. Ça pourrait être le début de quelque chose, mais pour l'instant, c'est juste un artefact. Donc voilà ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Je suis désolé de ne pas avoir d'hypothèse plus directionnelle à vous donner, mais je vous ai quand même donné les points qu'il va falloir observer attentivement, et à partir de ces points, et puis des structures que vous allez pouvoir observer dans les petites unités, vous aurez éventuellement des options qui vont se dessiner, qui vont se montrer à vous. Et après, ça va être à vous d'essayer d'en tirer profit, ou au contraire de ne rien faire en attendant d'avoir des signaux plus clairs dans les unités de temps plus hautes. Je fais un petit point sur les botlim, parce que le moment où le marché va engager une baisse assez profonde, c'est sûr que ça peut être quelque chose de stressant pour les investisseurs, mais par contre pour le botlim, c'est une opportunité. Une opportunité de moyenner le prix à la baisse, d'engager plus de capital et de faire en sorte que le profit au moment où il va être pris soit plus intéressant. Et donc on voit bien que là, les botlim, ils sont en train de s'engager profondément, voilà, sur Bitcoin, sur Ethereum. Alors, ils n'ont pas encore engagé tout leur capital, hein, sauf certains. Voilà, Solana, par exemple, on n'est pas loin d'avoir engagé tout le capital. Et on voit ici où a été ramené la VWAP et où est la prise de profit. La prochaine programmée, elle est à 143,17, 143,20. Voilà pour BGB. Alors Blast, lui, c'est vrai que j'ai reçu pas mal de questions parce que c'est vrai qu'il s'est engagé sur un drawdown qui est quand même plus profond. Alors après, bon, Blast, faut pas oublier de quoi il est capable, hein. J'ai noté ici, voilà, il est capable de faire plus 50% en quelques jours sans problème. Mais bon, ça veut dire aussi qu'il est capable d'en perdre 80 en quelques jours également. Mais la prise de profit programmée se trouve, là il a engagé tout le capital, hein, se trouve dans une zone d'inefficience qui, à mon avis, a quand même de grandes chances d'être retestée. Mais après, toujours la question, c'est quand. Là, le drawdown, il a été engagé depuis le 2 août. Donc voilà, ça fait 4 semaines. Je vous avais dit que parfois, les drawdowns pouvaient durer plusieurs semaines. Celui sur Bitcoin, par exemple, après mars 2020, il avait duré 6 semaines. Mais après, j'ai pas regardé sur tous les assets, mais il n'est pas exclu. Et vous ne devez pas exclure que ce drawdown dure plus longtemps. Et il pourrait durer plusieurs mois. Donc je sais bien que c'est un peu chiant d'avoir du capital comme ça qui est bloqué sur une position. Mais après, bon, ça fait partie des risques et des dommages collatéraux qu'on peut observer sur ce genre d'actes de trading. Il faut l'accepter, ou sinon, il faut pas simplement ne pas s'engager sur ce type de bot, ou alors s'engager sur un asset qui présente moins de volatilité. Donc Bitcoin, Ethereum, par exemple, sont des assets qui historiquement ont présenté des phases de drawdown qui sont moins longues. Alors par contre, il y en a qui s'amusent bien en ce moment, c'est les paires alors c'est BGB contre BTC. Voilà, là on voit qu'on fait plein d'allers-retours. Donc là le bot se régale. BGB contre ETH également. Alors c'est pas forcément des gros gains, mais par contre ils sont réguliers. TRX également contre ETH. Vous voyez qu'il s'engage pas très profondément, hein, mais par contre il prend des profits assez rapidement. Donc en tout cas, ce sont des moments comme ceux-ci qui nous rappellent quand même le fonctionnement de ces bots et l'ADN de ces bots, qui est que 90% du temps, et il faut évidemment pas paniquer lorsque c'est le cas, mais 90% du temps, ces bots, ils vont être en perte en fait. Ils ont besoin de l'être pour moyenner le prix à la baisse, engager du capital et ensuite prendre des profits. Donc pour ceux qui se posent la question, là on est tout près de mettre en ligne les LIM PERP. Donc
l'avantage, c'est que cette fois-ci, on pourra aussi spéculer à la hausse, c'est-à-dire vendre au fur et à mesure que ça monte et acheter au fur et à mesure que ça baisse. Et donc, il y aura un premier influx, un premier signal qui va indiquer au bot quelle action entreprendre, est-ce qu'il doit acheter ou vendre, et à partir du moment où il achète ou il vend, il va moyenner le prix et prendre des profits. Donc ça en fait un bot qui est un peu plus opportuniste. L'inconvénient, c'est que à partir du moment où on agit sur les perpétuels et qu'on met du levier, ça oblige à mettre un stop loss. Donc là, la difficulté pour moi, ça va être d'identifier des ranges de travail pour faire en sorte qu'on ait le moins de chances possible d'être stoppé. Sachant qu'un stop, ça peut venir empiéter quand même de façon significative sur les gains de ce bot. Donc il faut faire en sorte que ça soit le moins probable possible. Donc bon, ça c'est mon travail, et j'ai déjà préparé des paires et des ranges des travails qui à mon avis seront efficients. J'ai fait en sorte que on ait 99% de chances d'avoir un retracement permettant de prendre une prise de profit dans le range de travail que j'ai identifié. Il y a d'autres bots qui sont en préparation et le trading intraday va très bientôt reprendre du service. Alors, je sais bien que vous êtes tous impatients. Faut pas l'être. En trading, il faut être patient et puis il faut pas oublier que dans le trading, il y a des gains, il y a des pertes et que l'important c'est que la balance finale soit positive. Donc vous attendez pas non plus à ce qu'on ait des statistiques avec 99% de réussite comme sur les botlim. Mais il faut pas oublier que avec un win rate ne serait-ce que de 40%, c'est-à-dire 4 trades gagnants sur 10, on peut dégager des profits. Et c'est ça qui est important. Je vous en reparlerai en temps voulu. Pour l'instant, chaque chose en son temps, et puis on va déjà continuer à faire en sorte que les produits qui sont à disposition fonctionnent bien et fassent leur job.